C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à une tasse de tech édition du 9 juin 2022. Dernier week-end avant le Grand Prix de Formule 1 de Montréal, qui devrait être très populaire cette année, là, si je me fie aux rumeurs. Il va s'en passer des choses la semaine prochaine. Pascal Forget, bonjour. Bonjour Alain McKenna, content d'être là pour parler de techno. J'entends un bruit de fond. Est-ce qu'il y a des oiseaux chez toi ou quelque chose? On dirait qu'on est en pleine nature. Il y a des oiseaux en folie. Je suis vraiment désolé. Non, je peux pas dire ce que j'aimerais leur faire. Ce n'est pas vrai. Je veux leur faire des choses gentilles. J'aimerais leur offrir un déménagement positif et volontaire. Vers une nature plus luxuriante. Je crois qu'il y a un nid juste à côté de ma fenêtre. Il épie le matin à partir de 5 heures. Ah oui. C'est horrible. Il y a pire sensation que de se sentir en pleine nature. Moi, je veux dire ça. Exactement. Ça, c'est pas si mal. Mais quand tu te lèves tôt, c'est ce que tu peux faire. Tu peux te faire un bon café. Un excellent café. Ça nous permet de faire un très bon lien pour remercier et saluer nos partenaires pour cette saison, GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS. Mais si vous aimez le café, comme tu l'as dit, Alain, chaque matin, je me réveille et je me fais un délicieux café avec ma Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme le café moulu ou pas en boisson, caféiné ou pas de votre choix, latte, crémeux, peu court, allongé, amusez-vous bien. Vous avez un affichage magnifique pour choisir vos boissons et ajuster précisément. Tu vois, l'émotion s'empare de moi, je me mets à bafouiller. C'est pas l'excès de caféine, c'est l'émotion de parler de la Jura 8. Donc, on a juste précisément ces quantités de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes. Le nettoyage est super facile si on sert du dispositif pour le lait. Il y a une petite chute pour faire du café moulu pour les décotes l'après-midi, par exemple. Jura E8, leur salle de montre est magnifique. Jetez un coup d'œil. Jura E8. Là, je suis un peu jaloux parce qu'il y a aussi une fente sur laquelle on peut mettre un accessoire pour contrôler par Wi-Fi sa machine. Et ça marche chez vous, mais ça ne marche pas chez nous. Oui. C'est très drôle pour prendre les commandes des gens. On l'a mentionné, c'est très drôle parce que moi, je vis seul, donc je suis devant la machine, je n'ai pas besoin. Mais si tu es en famille, tu prends, pour impressionner tes invités, tu prends la commande de chacun dans ton application. Tu vas devant la machine, tu appuies sur le bouton. Tu n'as qu'à changer la tâche. C'est un engrenage de surconsommation parce qu'une fois qu'on a l'application et si on veut l'utiliser de façon concrète, il faut acheter aussi le petit frigo à lait qu'on attache avec une petite buse en inox. Là, on parle c'est quand même une machine haut de gamme. Alors, si on a les moyens de s'acheter la machine, on a probablement les moyens de s'acheter. Nous, on est chanceux, on a des commanditaires. C'est ça, qui garde le lait à la température idéale, propre. De produits haut de gamme, le fun, on en a parlé, des écouteurs Nothing Ear 1 il y a quelques mois, en fait, c'était l'année dernière. Très joli. Je sors cette information qui me fait tomber en bas de ma chaise figurativement. Ça, si je tombe, je vais me faire mal. Il va y avoir un téléphone Nothing bientôt. Oui, le communiqué est sorti, une invitation pour le 12 juillet prochain. J'ai lu vite, je croyais que c'était 12 juin, donc je pensais que c'était la semaine prochaine. 12 juillet, on l'annonce un peu à l'avance. Nothing, c'est une entreprise de Carl Pei, le gars qui est derrière les téléphones OnePlus. OnePlus qui au départ était vraiment intéressant parce que c'était des téléphones, ce qu'on appelait des flagship killers, des tueurs de porte-étendard. Des grosses mécaniques, moitié du prix, exactement. Exactement, puis des fois il y avait des caractéristiques, entre autres les photos sur les téléphones OnePlus, c'était pas terrible. On a rattrapé l'écart. Les prix ont monté en conséquence, fait que la marque s'est peut-être un peu perdue. Carl Pei a quitté l'entreprise et a fondé la sienne, Nothing. Écoute, l'invitation est très drôle. On nous mentionne que c'est an invitation to undo, unfollow and unlearn what the industry has taught us. Très aspirationnel. On a une invitation à défaire, cesser de suivre et désapprendre ce casser que le moule. Oui, casser le moule, c'est la bonne traduction en français. Tout ce que l'industrie du téléphone nous a appris. Donc, est-ce qu'il va être moins cher? Est-ce qu'il va être plus stylé? Je crois qu'il est très minimaliste au niveau du design, minimum de fonctions, maximum de performance. Bien hâte de voir ça. À suivre. Très hâte de voir. Puis, l'autre chose qui est très drôle, puisqu'on revient sur l'actualité, on a parlé de Prêt numérique la semaine dernière, une application très, très simple, très efficace pour prendre des livres de sa bibliothèque de quartier. La Bibliothèque des Archives nationales du Québec a été encore victime de piratage. Donc, le lendemain, ceux qui ont tenté d'utiliser l'application avec la Bibliothèque des Archives nationales à Banque n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont fermé leur serveur. Victime de cas de piratage. Et l'autre chose qui est chouette, on a parlé de Prêt numérique pour les livres, mais il y a Biblimag
qui fait sensiblement la même chose, mais pour les magazines. Des fois, sur une chaise longue, on veut juste consulter des magazines en fonction de ses activités préférées, la technologie, par exemple, la mise en forme, la cuisine. On va parler de l'automobile, le voyage. L'automobile, dans ton cas. On peut aller loin, ben oui. Donc, on pourrait utiliser Biblimag en plus de prêts numériques pour emprunter gratuitement des livres et des magazines de sa bibliothèque de quartier. C'est intéressant, ça. C'est sûr que ça intéresse. En parlant d'actualité, on en a plein dans notre segment actualité que je vais présenter d'ailleurs. L'actualité techno de la semaine présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour. infobref.com. C'est drôle parce que je vais parler de VPN dans ma chronique dans Le Devoir la semaine prochaine parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se cristallise autour de cet outil-là. Mais là, tu nous parles d'une étude de NordVPN qui est révélatrice par rapport à ces choses-là. Oui, c'est NordVPN, la société de cybersécurité. C'est ce qui est écrit dans le communiqué. Donc, c'est plus que les VPN sont aussi dans la cybersécurité. Ils ont publié une étude qui s'appelle « Comment les hackers peuvent gagner 17,3 millions de dollars grâce à vos données sur les sites clandestins ». Donc, c'est très, très drôle. Donc, c'est le dark web. On a trouvé des données personnelles provenant de gens de plus de 50 pays. Parmi les articles trouvés, on trouvait entre autres des informations sur des passeports, des pièces d'identité personnelle, des données de cartes de paiement, des comptes en ligne, des identifiants de comptes bancaires et de comptes de crypto-monnaies. On s'est rendu compte dans l'étude que les données des Canadiens valent entre 6 $ et 173 $. Qu'est-ce qui vaut le plus cher comme information selon toi? Je ne l'aurais pas deviné. Ben, je dirais, il n'y a pas quelque chose avec le numéro d'assurance sociale ou qui permet d'ouvrir un compte bancaire ensuite facilement, quelque chose comme ça? C'est pas ça. Ça aurait été aussi un de mes premiers choix. Ce serait le permis de conduire, étrangement, qui est le plus cher parmi les marchandises canadiennes trouvées. Prix moyen de vente, 173 $ canadiens. Les données des cartes de paiement canadiennes coûtent environ 6 $ seulement. Les numéros de téléphone mobile, 12,5 $. Peut-être 12,5 $, c'est pas cher, il me semble. 12,50 $. C'est moins cher qu'un service cellulaire, on s'entend. Exactement. Donc, mais c'est probablement que les gens veulent s'emparer faire du SIM swap, identifier le numéro pour cibler une victime. Moi, j'aurais imaginé que c'était beaucoup moins cher que ça. Et contrairement à ce que j'imaginais, les informations des passeports canadiens sont vendues à prix très bas, moins cher que ceux des passeports tchèques, slovaques et lituaniens. Ah bon? Peut-être parce que, je ne sais pas, on peut moins en tirer profit. Peut-être que c'est plus difficile de pirater. Il n'y a pas grand-chose à faire à part si on a le passeport physique dans ses mains la plupart du temps. Donc, c'est peut-être aussi ce qui réduit la valeur de la chose, effectivement. C'est ça. Si je vole ton passeport, je me pointe à l'aéroport, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut récupérer son compte Click Secure grâce à son numéro de permis de conduire? Est-ce que ce qui expliquerait peut-être. Est-ce qu'il y a peut-être un lien là? Je ne sais pas. Ça mérite investigation. Très bon à savoir, mais que les passeports valent si peu cher. Étrangement, les comptes, les portefeuilles de crypto-monnaies valent plus cher que ceux des comptes bancaires. Oui, c'est plus facile à transiger dans un marché gris, marché noir. C'est ça. Moi, je m'attendais à ce que, comme la valeur des crypto-monnaies, je ne sais pas quand l'étude a été faite exactement, la valeur de la crypto-monnaie baisse, mais c'est de la crypto-monnaie qui peut se transiger de façon discrète et probablement sans conséquence. Allez savoir. Dans un univers différent, hein, n'est-ce pas? J'étais au début de la semaine à Cupertino, parce que je n'étais pas à San Francisco du tout. Cupertino, qui est la ville où se trouve le siège social d'Apple, n'est-ce pas? Parce que Apple recevait à son Apple Park beaucoup de développeurs pour la conférence annuelle WWDC, Worldwide Developers Conference, que les Anglos ont surnommé Dub, parce que c'est tellement long de dire WWDC. W. Oh bon, ça. Voilà. Et il y avait pas mal de nouveaux, en fait. Donc, pour les gens qui ont iPhone, les gens qui ont iPad, les gens qui ont un produit Apple, donc, vont voir beaucoup de changements dans les prochaines semaines, peut-être plus mois, parce que généralement, ce qui est présenté ici est ensuite mis à la disponibilité des gens plus proches de l'automne. Mais il y a du nouveau. Et dans ce nouveau-là, il y a eu pas mal de matériel qui se concentrait vraiment sur... Parce que, tu sais, souvent, c'est facile, tu vas dans une conférence comme celle-là, puis il y a une grande ligne narrative où tu le sais tout de suite. Bon, on va parler de sécurité, ou on va parler de facilité de faire de l'achat, ou peu importe. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment extrêmement éparpillé. Mais ce qu'on voyait vraiment comme nouveauté, surtout du côté du téléphone et de la montre, c'est des capacités de mieux contrôler, je dirais, notre niveau de distraction.
C'est comme si Apple faisait un petit peu de rattrapage parce que c'est un peu à cause de l'iPhone qu'on a tellement d'alertes et de distractions de nos jours, n'est-ce pas? Le fameux monde de l'application et des alertes sans arrêt qu'on reçoit de partout, même des jeux qui n'ont aucune raison de nous envoyer des alertes. Mais bon. Donc, on a présenté, entre autres, iOS 16, qui est la nouvelle version du logiciel qui anime l'iPhone, iPadOS 16 aussi, et la nouvelle version de macOS qui s'appelle macOS Ventura, comme Ace Ventura dans le film du même nom, joué par Jim Carrey, mais on ne fera pas de lien. C'est que Ventura, c'est quelque part en Californie. En tout cas, c'est une plage, je pense. Ce sont les dernières versions, c'était des lieux en Californie. Oui, c'est ça. Voilà, j'assume un endroit comme celui-là. Et la grosse affaire, en tout cas visuellement, c'est effectivement les nouveautés dans iOS 16 qui concernent l'écran de verrouillage, parce que c'est vraiment là où ça prend le plus une forme visuelle apparente, là, ces changements-là. On introduit des choses qu'on a déjà vues ailleurs, naturellement, mais qui sont quand même mieux, plus appliquées, évidemment, plus spécifiques au contexte du iPhone. Entre autres choses, on utilise beaucoup l'information au niveau des photos pour créer des effets de profondeur qu'on ne retrouvait pas ailleurs. On peut ajouter des widgets. C'est drôle parce que l'écran de verrouillage du iPhone a à peu près la même formule ou la même présentation qu'on voit sur l'écran de l'Apple Watch en ce moment. On va avoir l'heure du visuel, une photo. On va pouvoir adapter les photos qu'on choisit et les widgets qu'on affiche en fonction de son mode de concentration, qu'on veuille ne plus avoir. On est en mode travail, on a seulement des informations de travail, des choses comme ça. Tout ça peut être paramétré, personnalisé à souhait par la suite. Mais on introduit aussi justement des zones de widgets et surtout, on recale les alertes, on les regroupe en bas de l'écran plutôt que de prendre tout l'espace disponible. On réserve un endroit plus bas dans l'écran où on va pouvoir ensuite les faire défiler. Je déteste pas ça parce que quand il y a trop d'alertes, c'est comme pas assez, on se perd un peu dans la masse. Donc là, en regroupant et en créant une espèce de pile en bas de l'écran, ça dégage un peu l'espace, ça rend la chose plus libre. Et avec on a introduit ces widgets-là et aussi des bandes d'informations plus spécifiques, par exemple les résultats sportifs. Des informations tirées des applications, par exemple, si vous commandez un Uber, il va y avoir une petite fenêtre qui va apparaître qui va vous dire quand est-ce que le véhicule va arriver. L'idée, je pense, c'est d'avoir à seulement soulever son téléphone et ne pas avoir à le déverrouiller pour avoir de l'information. Donc, on va faciliter l'interaction et minimiser le temps passé devant son écran. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, c'est des choses qu'on peut déjà faire différemment, mais là, on a mieux intégré visuellement la patente et c'est quand même assez joli. Il y a un autre truc qui est introduit du côté du iPad qui m'apparaît très intéressant aussi, et aussi dans macOS, ça s'appelle le Stage Manager, qui est c'est un peu drôle parce qu'à la fois sur l'iPad et sur les Mac, on le sait, on a l'espèce de dock, là, la barre d'application qui apparaît au bas. Là, on ajoute une nouvelle barre verticale sur le côté où on voit des fenêtres ouvertes regroupées par application et par environnement, si on veut, qui permet d'aller chercher, plutôt que d'avoir une pile d'applications. Souvent, tu sais, les gens ont beaucoup de fenêtres de navigateur avec plein d'onglets ouverts. Je le vois constamment. Ce n'est pas une bonne façon de gérer l'information dans votre navigateur. Des gens qui ont des navigateurs avec 50 fenêtres ouvertes pour s'organiser. Mon cœur de chroniqueur techno a mal. Voilà. On fait un peu le ménage là-dedans parce que ça devient tout regroupé sur le côté. Je veux dire, c'est très élégant. Sur iPad, c'est vraiment mieux que sur macOS. macOS déjà permet beaucoup d'espace d'écran et tout ça. Sur iPad, ça permet de créer un environnement où on a plusieurs fenêtres à l'écran, comme un desktop, comme un ordinateur de bureau. Donc, on crée vraiment un environnement plus près d'un environnement de travail. Et vraiment, on parle du iPad maintenant comme d'un outil de productivité, ce qui n'était pas nécessairement apparemment le cas avant. Ce n'était pas le cas de façon apparente avant. Et là, ce qu'on ajoute à ce mode-là, c'est quand on branche un moniteur externe sur iPad, le moniteur externe s'affiche comme dans ce mode de gestion Stage Manager-là. Et là, vraiment, c'est vraiment comme si on avait un ordinateur personnel parce qu'on peut, sur le moniteur, faire du travail, différentes fenêtres ouvertes côte à côte, comme un environnement de bureau plutôt qu'un environnement tablette. Donc, c'est une belle progression de ce côté-là. Ça risque de créer des espaces de l'overlap, de confusion entre est-ce que je m'achète un Mac ou un iPad, mais ça, c'est à la fin de la journée, c'est au consommateur de décider parce qu'il y a un petit peu plus de choix là, tout d'un coup parce qu'il y a plus de possibilités. Et dernier détail que je vais ajouter dans le cadre de ce petit bloc d'actu-là, il y a aussi un mode où on va pouvoir utiliser enfin l'iPhone comme caméra web. Oui, ça, si c'est transparent et fluide, tu en as fait l'essai, j'imagine ça va être formidable. Je veux dire, il y a une chose qui est intéressante, c'est amusant, puis c'est correct, puis c'est à peu près temps, parce que c'est une super caméra qu'on a sur nos téléphones et ça devrait... Exactement. J'espère que ça va être reproduit par les autres fabricants sur d'autres environnements, mais on installe le téléphone, c'était conçu pour les MacBooks, donc pour les portables. On accroche le téléphone juste au-dessus de son moniteur et comme il y a 2 ou 3 lentilles sur l'iPhone 13, ça va prendre la nouvelle version d'iOS pour que ça marche, mais il y a un objectif qui cible et qui cadre le sujet. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ce serait moi si j'étais devant.
Et il y a un autre objectif plus large qui, lui, va regarder ce qu'il y a sur le bureau devant l'ordinateur. Il va faire une vue aérienne, comme si on prenait, comme par exemple quand on fait une démonstration. Bon, voici, j'ai devant moi telle affaire et voici ce que je peux faire avec. Et c'est extrêmement bien ficelé parce que ça donne une vue à l'écran, là, quand on fait une conversation vidéo, ça donne une vue séparée en 2 fenêtres et on voit les 2 fenêtres séparées et c'est vraiment comme si on avait 2 caméras en fonction devant soi. Wow. Évidemment, bon, il y a des effets de caméra aussi, là, des filtres pour rendre l'arrière-plan flou, des choses comme ça. Mais cette seule fonction-là là, d'espèce de vue séparée, là, j'ai trouvé ça, c'est une bonne idée, c'est très ingénieux. J'ai hâte de voir justement comment ça s'intègre. Peut-être que vous allez voir ça à l'écran d'une tasse de tech si vous nous regardez sur YouTube. Mais ça va être à suivre. Ça, c'est une belle addition définitivement qui s'en vient. Cet automne sur iPhone, donc, et on a vu ça cette semaine au WWDC. Et là, je suis essoufflé. Je vais te laisser la parole, Pascal. Tu vas nous parler de la fin du port Lightning, je crois. Oui, je vais juste dire, ceux qui se disent, est-ce que je vais pouvoir profiter de iOS 16? C'était pour le iPhone 8 et plus, si je ne m'abuse. Oui, exactement. On est rendu là dans l'univers des produits. Donc, pas besoin de remplacer son téléphone tout le temps. Ceux qui pensent à chaque année qu'il faut racheter un iPhone, c'est vraiment... non, calmez-vous. C'est pas... un cycle de vie d'un téléphone, ça peut être facilement 3 à 5 ans en ce moment. Oui, si on le protège, qu'on l'utilise bien. J'ai bien hâte de voir comment on va vendre le support pour iPhone derrière l'écran. Ce qu'on a su après, parce que j'ai poussé le gag, hein, tu sais, quand tu sortes des fois des accessoires, ça coûte 2000 $ pour pas de raison. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est un petit adaptateur qui est vendu par Belkin qui va coûter... je ne sais pas, 40, 70 $. Ça va coûter cher quand même, mais c'est Belkin, c'est pas un produit Apple. Puis de toute façon, tu n'as pas besoin de ça pour que ça fonctionne. Ça peut être n'importe quoi. À la limite, vous pourriez utiliser du duct tape, ça marcherait exactement. Oui, le même flash. Voilà. Donc, l'Union européenne va imposer la prise unique USB-C en 2024. J'ai un peu crié de joie quand j'ai entendu ça. Les législateurs se sont enfin entendus pour qu'on ait l'utilisation du port USB-C pour la recharge des appareils électroniques, les liseuses, les consoles portables et surtout les produits Apple, y compris le iPhone, qui faisait bande à part, qui fait quelques années avec sa prise de recharge Lightning propriétaire. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le consommateur. Moins de câbles à gérer, moins d'accessoires incompatibles, plus de flexibilité. Pas besoin d'avoir 2 versions. On estime que la mesure va permettre d'économiser 250 millions par année en chargeurs aux consommateurs. En Europe seulement. C'est ça, en Europe seulement. Donc, je pense que quand tu parles de chargeurs, là, vous parlez de blocs. En fait, c'est que ce qui signifie, c'est que les constructeurs, les fabricants vont pouvoir vendre juste l'appareil, ils n'ont pas le chargeur avec, donc ça va coûter moins cher aux consommateurs. Exactement, tu vas pouvoir choisir le chargeur de ton choix. Là. Le même chargeur va pouvoir servir pour 4, 5, 6 générations de produits. Oui, c'est ça. Puis, on va économiser avec tout ça 11 tonnes de déchets électroniques par année. Là, j'ai écrit 11 tonnes. Je pense que c'est 11 000. C'est 11 000. J'ai effacé 3 zéros à quelque part. Déjà, 11, ça serait bien, mais 11 000, c'est pas beaucoup, c'est 11 000. Dès la première année, ça, c'est par an. Exactement. Donc, ça va être assez formidable. Quand les gens changeaient d'appareil, ils étaient obligés de changer, et ainsi de suite. Là, n'osaient plus changer aussi. Je trouve ça le fun pour le consommateur comme option. Apple offre déjà la recharge USB-C sur certains de ses iPads. On s'attendait à ce que le iPhone ait la recharge USB-C, peut-être la dernière version, peut-être la prochaine. La grande question, est-ce que Apple va offrir USB-C, l'iPhone avec USB-C en Europe seulement? Oh, ça serait surprenant, ça. Ça serait surpris, moi aussi. Ce serait vraiment malveillant. Et est-ce qu'Apple va faire un pied de nez au législateur en lançant le iPhone qui ne se recharge que par induction? Ça fait quelques années que cette rumeur-là... Ça serait pas étonnant. Ça, je serais vraiment pas surpris de voir un iPhone sans port de connexion physique, mais que par connexion sans fil, par MagSafe, résistance intempéries, pas d'eau qui peut rentrer, pas de prise, uniquement chargeur par induction. Il n'y a pas encore de législation sur les standards de recharge, donc ils vont vendre leurs chargeurs propriétaires par induction. Mais je vais me scooper moi-même parce qu'on parle du MacBook Air plus tard dans l'émission, mais dans la boîte, il y a un bloc de chargement, le bloc pour brancher l'appareil au mur, bloc d'alimentation, mon Dieu, les mots me manquent, qui a 2 ports USB-C dedans. Donc, peut-être qu'il prévoit déjà ce changement-là en disant, là, tu vas pouvoir brancher ton MacBook et ton iPhone avec le même bloc. C'est ça. Puis, il va falloir que je te demande si on peut charger par un port USB-C le MacBook Air. Ah, ben oui. Oui, mais on a aussi le Lightning, la prise de MagSafe. Il y a le MagSafe, mais les deux fonctionnent. C'est juste qu'il y en a qui est un petit peu plus rapide que l'autre. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Toi, tu voulais parler de CarPlay? Parlant d'Apple, je vais finir sur les trucs un peu en marge du WWDC. Il y a une nouvelle version de CarPlay qui s'en vient pour les gens qui aiment l'automobile. J'en profite pour vous rappeler parce que j'ai fait exactement cette même actu-là
sur la balado auto qu'on fait aussi chez C23 qui s'appelle Ça tient la route. Donc, si vous aimez la voiture et l'automobile et les technos et les choses de ce genre-là, allez écouter ça, Ça tient la route. Ça se trouve à la même place qu'une tasse de tech partout dans l'environnement C23 de Cogeco, 98.5fm.ca dans la section balado sur les plateformes Apple. Et j'en profite parce que je fais la plug d'où on peut trouver aussi une tasse de tech. Donc, Apple Balado, Google Balado, tu n'utilises pas Pocket Cast, je crois. Je sais que Deezer le possède aussi, Spotify, bref. Et il y avait cette nouvelle génération de CarPlay qui était présentée par Apple. Et c'est intéressant parce que, vous savez, il y avait des rumeurs il y a quelques années d'une voiture à Apple, qui serait une voiture électrique autonome, entièrement sophistiquée. Là, et finalement, ça a tombé à l'eau. On appelait ça le projet Titan à l'époque. Là, ce qu'on voit, c'est CarPlay 3.0. C'est une version, c'est presque l'Apple Car parce que c'est toute l'interface visuelle, tout ce qui a un écran à bord devient contrôlé à partir de l'interface du iPhone, incluant les cadrans derrière le volant, donc la vitesse, le régime moteur, ces choses-là, ça va être intégré dans l'environnement de CarPlay. Techniquement, on ne sait pas encore comment ça va se faire parce que le briefing à ce sujet-là n'a lieu que la semaine prochaine parce que j'ai 36 000 questions pour savoir comment ça marche et pourquoi c'est nécessaire de faire ça. Est-ce qu'on te ramène en Californie pour ton briefing? On me fait un bon vieux Zoom comme nous faisons en ce moment. Non, je n'irai pas là-bas juste pour ça, mais quoique si on me promet de conduire des voitures exotiques, ça serait une autre conversation, mais non, ça serait pas mal. C'est tout sauf nécessaire. De toute façon, il y a un partenariat avec 10 constructeurs au moins. Il y avait une dizaine de marques qui étaient présentées à l'écran quand ils ont présenté CarPlay, dont le groupe Nissan. Il y a de Honda aussi, Jaguar Infiniti, des marques plus de luxe. Ça va être intéressant de voir parce qu'effectivement, il y a une certaine volonté de prendre le contrôle de tout ce qui est information à bord de la voiture. Et pour moi, le point de friction, c'est comment ça va s'échanger entre l'iPhone et l'ordinateur de bord. Parce que si on crée un protocole sans fil, là, on ouvre une porte susceptible d'être piratée pour les gens qui s'intéressent aux autos. Il y a une douzaine d'ordinateurs de bord en moyenne dans un véhicule neuf et moderne. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Mais c'est sûr que CarPlay comme tel, l'interface est très recherchée. Il y a comme 3 acheteurs sur 4 aux États-Unis quand ils magasinent leur voiture. Ils veulent absolument avoir CarPlay et CarPlay sans fil dans leur voiture. Ça va être encore plus élevé si on considère qu'il y a aussi Android Auto qui existe du côté de Google. Donc, petite nouvelle, la saveur automobile juste là, à suivre. Quand on aura plus d'informations, on vous en parlera. Nous, on va prendre une petite pause là, si tu permets, Pascal. Et on revient tout de suite après. On va parler d'intelligence artificielle pour le secteur du divertissement et de comment l'IA aussi peut vous servir davantage, en tout cas de meilleure façon au restaurant, parce qu'il y a un petit volet gastronomie à ça qui nous est présenté par François Chartier, mais François Chartier n'était pas là. Donc, on parle avec Stéphane Martel, le cofondateur d'un organisme, d'une conférence, d'une communauté, parce qu'il se définit comme plein de choses en même temps, qui s'appelle EAI. Restez avec nous. On en parle dans une seconde et quart. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous revoilà pour la deuxième portion de cette tasse de tech de la semaine, je ne sais pas si on peut dire, non, la semaine du Grand Prix, ça se dit-tu? C'est la semaine prochaine, ça, vraiment, officiellement. C'est commencé. On va dire une tasse d'octane si on faisait un petit clin d'œil à ce genre d'exercice. On le dit tout le temps à Montréal, c'est un grand pôle d'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'écrivais tantôt une nouvelle sur l'expansion des centres de recherche de Samsung à Montréal qui se lance en plus dans la robotique, c'est quand même pas rien. Il y a un événement qui a lieu la semaine prochaine qui est la conférence EAI qui va justement parler de l'impact. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet vraiment concret à cette conférence-là où on va parler vraiment de comment l'intelligence artificielle en affaires, en entreprise peut vraiment servir pour vrai. Ce qui n'est pas rien parce qu'on en parle beaucoup, puis on parle beaucoup de recherche, mais des fois, c'est un peu abstrait dans les airs. On a reçu il y a je pense qu'il y a 2 ans, les gens de Move AI qui sont impliqués dans la conférence EAI. Mon Dieu, ça fait beaucoup de voyages, je suis désolé. Mais pour faire changement, donc, on a invité plutôt le cofondateur de la conférence, M. Stéphane Martel. Stéphane, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Explique-nous un peu EAI, d'où est venue l'idée et qu'est-ce que ça va être exactement? Bien, EAI, en réalité, il y a peut-être 2 sources que je pourrais dire. Une source, moi, un de nos cofondateurs, on est 8 dans le groupe de base, je suis un 8e de ce groupe-là. Un de nos cofondateurs a travaillé longtemps en Californie, puis à son retour, en fait, il nous a un peu contaminé sur un événement, un peu benchmark qui était là-bas, qui s'appelle Infinity Film Festival, qui finalement est la rencontre de Hollywood avec Silicon Valley. On le résume comme ça. Quand on se transpose ici, puis on regarde, en fait, au Québec, au niveau des ressources vives, des centres d'excellence qu'on a, puis des pôles d'expertise, on est très fort en IA. Je n'ai pas besoin, je pense, de m'étendre trop longtemps. Puis très fort aussi au niveau du divertissement. On a un capital d'expertise avec les Solotech, Soleil, name it de ce monde qui rayonne, pas juste au Québec, mais à l'international. Même chose au niveau du IA, surtout du côté recherche.
Donc, il y a vraiment un peu l'idée de provoquer cette collision-là, ce dialogue-là, puis de faire atterrir finalement les applications d'IA dans le domaine du divertissement comme une clé potentielle d'évolution, de croissance, d'adaptation à travers finalement tout le déploiement des nouvelles technologies dans le secteur du divertissement. Puis c'est le divertissement avec un grand D parce que d'un côté, on a le jeu vidéo où l'IA est déployé là depuis quand même plusieurs années. De l'autre côté, on a les arts vivants où là, l'IA n'est pas encore nécessairement sur le plancher là, des représentations, le plancher des vaches, peu importe comment on va appeler ça, mais c'est un secteur où c'est beaucoup moins implanté. Donc, l'idée de base est venue de là, est venue aussi de l'évaluation un peu des forces en présence ici, puis un peu finalement de la conclusion qu'au niveau international, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un pôle vraiment où cette collision-là, elle est prise en charge, où elle est accélérée, peu importe comment on va le dire. Donc, on trouvait qu'on avait comme une opportunité de bien positionner Montréal et le Québec globalement pour que cette conversation-là soit internationale et pas juste locale. Je vois très bien où va l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo parce que, évidemment, il y a d'autres applications, mais celle à laquelle on pense, c'est les fameux personnages non humains, là, les NPC, les joueurs qui sont simulés par l'intelligence informatique. Est-ce qu'il y a des applications autres que applications d'affaires que l'IA peut avoir par exemple, le Cirque du Soleil ou une compagnie qui fait du divertissement? Est-ce qu'il y a vraiment des applications auxquelles le consommateur, le spectateur fait face? Ce qui est intéressant, évidemment, quand on regarde le IA vers le divertissement, c'est juste une des 3 directions qu'on regarde. Fait que dans cette direction-là, il y a l'IA vers le divertissement du côté plus, on va dire, d'amplifier la créativité. Donc là, c'est davantage, on va dire, visible sur l'expérience participant, etc. Mais il y a quand même l'IA aussi dans les fonctions de base de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement, etc. À quelque part, gérer des stocks sur des tablettes d'épicerie versus gérer un inventaire de billets avec une tarification, je vais dire pricing, excusez-moi pour l'anglicisme, une tarification dynamique, c'est un peu les mêmes choses. Donc, il faut vraiment avoir l'IA du côté du divertissement, autant sur le front-end que sur le back-end. Évidemment, le taux de pénétration de ça d'un secteur à l'autre n'est pas du tout le même. Tu as donné le Cirque du Soleil, on peut penser à Moment, qui sont quand même des fleurons là, dans le domaine des nouvelles technologies puis du divertissement. Je dirais même des entreprises comme elles, aujourd'hui, sont davantage en mode prototyper, toucher, expérimenter, voir quel est le potentiel que ça peut avoir pour eux. Fait qu'on est vraiment dans une phase, à quelque part, on est comme avant une espèce de pyramide ou de courbe qui va s'accélérer, comme le virage numérique il y a une dizaine d'années. Il y aura un virage IA, si je peux dire. Mais on n'est pas au sommet de cette courbe-là, mais pas du tout aujourd'hui. C'est sûr que l'expérimentation est importante. Pascal, tu as l'air de quelqu'un qui a une question. Je dis c'est drôle parce qu'il me semble que ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'on parle d'intelligence artificielle. Là, ça s'en vient, puis Montréal. Puis là, je vois le nombre d'associations. À chaque année, il y a une nouvelle association. J'ai vu, je cherchais sur Internet des pôles, des centres. On dirait que tout le monde, chacun a sa mission. Zoo a son centre d'intelligence artificielle, de créativité. Comment ça se fait qu'il y a tant d'associations que ça? Il me semble qu'il y a une ligue de hockey, il me semble qu'il y a une association, je dis ça comme ça, mais c'est très drôle qu'il y ait autant d'associations. Est-ce que c'est lié aux universités, au financement? Est-ce que c'est lié aux industries? Chacun va chercher sa petite part de la tarte? J'ai déjà entendu Yeshua Benjo dire dans une entrevue que ce qui se développait en ce moment en recherche était à peu près 10 ans en avance sur ce qui était commercialisé sur le terrain, dans les différentes industries. Fait que pour moi, qu'aujourd'hui, qu'il y a davantage de joueurs qui commencent à s'intéresser à l'IA, c'est pas encore un écosystème mature, on va se le dire, mais que ça prend quelque part entre les PME ou les startups, les centres de recherche, ça prend un paquet de tiers-lieux, ça prend un paquet de joueurs comme les Zoo de ce monde, comme les XN, Numana, pour ne pas les nommer, qui touchent tous à l'intelligence artificielle de près ou de loin. Entertain AI, en réalité, tous ces joueurs-là que je te nomme, ce sont nos collaborateurs, des gens avec lesquels on travaille. Donc, c'est en collaboration, c'est pas de la compétition. On ne s'en vient pas, en fait, depuis le début, là,
on s'est dit, notre X, nous, est assez précis. C'est EI, c'est divertissement, puis on a un peu identifié les joueurs dans la première mission qu'on s'est donnée, en fait, depuis un an, c'est qu'on s'est dit, si on veut dynamiser une conversation internationale, il va falloir, ne serait-ce qu'au moins, fédérer l'écosystème local. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est main dans la main avec des événements comme Hub Montréal. On parle avec les C2 Montréal de ce monde. On parle avec Startup Fest. On parle avec Parce que c'est ça, c'est... Ben oui, mais tous ces joueurs-là ont des Startup Fest. Ben c'est pas les IA, c'est les startups. C2 Montréal, c'est commerce et créativité. Là. Hub, c'est une autre chose. Donc, c'est comme dire aujourd'hui si il faudrait qu'il y ait juste un événement ou une communauté pour représenter le numérique. On le sait qu'il y en a plusieurs, puis l'écosystème a beaucoup plus de vitalité quand il y a différents joueurs qui interviennent, mais il ne faut pas travailler tout seul. Il ne faut pas juste arriver, puis nous, en fait, je pense que ce qu'on essaie de faire, vous avez dit qu'on était une conférence ou un événement. Moi, je pense qu'on essaie d'être une communauté avant d'être... par défaut, on va faire une conférence, on va faire des événements. Puis pour être une communauté crédible, pour répondre à des besoins d'une communauté, puis tous ces joueurs-là que tu as nommés sont des membres de la communauté. Si on ne travaille pas main dans la main avec ces joueurs-là, ben là, notre pertinence peut être beaucoup plus remise en question. Ceci étant dit, on est un projet encore en démarrage. Hein, on se lance la semaine prochaine. Donc, ça va prendre 3 ans avant que ce projet trouve son X où il va avoir le plus d'impact. Je pense que c'est... faut pas prétendre aujourd'hui qu'on a une clarté stratégique à 100%. J'ai eu la chance d'être à C2 Montréal au démarrage. Bien, ça nous a pris 3 à 4 ans à C2 pour que l'événement ressemble à ce qu'on avait en tête. Si je me mets dans les souliers de Sébastien Nasra chez Hub Montréal, bien, ça a pris 3 à 4 ans avec Hub trouve vraiment son X. Donc, je pense que ça va être un peu la même chose avec nous. Puis, il faut travailler ensemble. Il ne faut vraiment pas travailler en silo. Est-ce que ce serait un peu comme les festivals de musique ou les festivals de films? Il y a des festivals de Fantasia, festivals de films du monde, festivals... Mais tout le monde sont dans la même communauté, justement, pour faire rayonner, dans ce cas, le cinéma pour le festival de cinéma. Mais vous, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez donc différents regroupements qui vont faire rayonner un peu chacun une saveur de l'intelligence artificielle. Ce qu'on essaie de faire, puis là, on n'est pas, nous autres, dans le IA, dans le manufacturier, on n'est pas dans la logistique, on n'est pas dans... on a une niche assez pointue qui est le divertissement, qui est un peu un orphelin de l'IA, je vais dire comme ça. Mais si tu regardes aujourd'hui Scale AI et tous les grands programmes de financement, ils n'ont pas le secteur du divertissement dans leur site. Puis on a parlé avec le forum hier. Ils étaient ravis de voir une initiative comme ça parce qu'on va aider à fédérer les besoins, puis peut-être à faire des projets collaboratifs entre les centres de recherche, entre le secteur du divertissement. Si on prend les chercheurs aujourd'hui associés à Mila, c'est quoi le pourcentage de ces chercheurs-là qui font des projets en collaboration avec des entreprises de divertissement? C'est très près de 0 %. C'est pas zéro, là, mais c'est pas élevé. C'est pas le premier secteur, c'est le secteur auquel on pense, effectivement. Exact. Puis l'autre point, c'est tous les joueurs qu'on parle, en réalité, on parle de la famille élargie ici au Québec. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de propulser cette conversation-là avec Munich, la propulser avec Tokyo, la propulser avec Mexico. Donc, c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler aussi dans la dernière année, de trouver quelles sont les initiatives similaires ou les regroupements, les équivalents à ce qu'on fait ou les pas loin, là, les équivalents Forum IA, les équivalents à des hubs Montréal qui sont à l'international, puis qui trippent sur cette conversation-là, avec lequel on peut commencer à vraiment générer une conversation internationale sur laquelle Montréal va se positionner. Bon, là, on voulait donner un exemple de ce qui va se passer durant la semaine prochaine à EAI. Et puis, j'ai vu dans la liste de choses qu'il y avait à avoir un volet gastronomie avec François Chartier. Alors là, je me suis dit, on va inviter François Chartier. Malheureusement, je n'ai pas de cuisine dans mon studio, donc vous ne pouvez pas faire l'espèce de pop-up en direct. Mais il y a un volet intelligence artificielle appliquée à la gastronomie, parce que François Chartier a un laboratoire de recherche culinaire, qui, je pense, est en Europe. Là, je ne suis pas entièrement familier avec ça. À Barcelone, voilà. Il y a pire place dans le monde pour avoir un laboratoire. Ouais. Est-ce que vous savez, Stéphane, exactement qu'est-ce que ça signifie l'IA dans un créneau comme la gastronomie? De quoi on parle quand on parle de ça? En fait, ce qui est assez surprenant, c'est pas juste de penser IA, gastronomie, puis François Chartier. Évidemment, François, c'est un joueur peut-être qu'on a un peu moins vu au Québec dernièrement, mais qui s'est établi quand même super actif. Avec le Chartier World Lab, en réalité, il est établi à Tokyo, à Barcelone, et il s'en vient à Montréal là, dans les
les prochains mois, prochaines années. Là, il va y avoir une annonce là-dessus. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est son partenaire là-dedans, c'est Sony AI sur la gastronomie. Donc, oui, exact, c'est ça. C'est pas juste François Chartier, c'est François Chartier avec Sony. Avec Sony, ben oui. C'est que là, tu associes plus à des équipements dans le domaine du spectacle. Plus des télés que des walks, effectivement. Exact. On est d'accord là-dessus. Donc, moi, ce que ça me dit, en fait, c'est que François, il développe depuis 20 ans, lui, une science. C'est comme c'est un scientifique autodidacte et doué qui a bâti des relations très crédibles dans le milieu de la gastronomie avec des grands chefs au niveau international. Toute sa science de l'harmonie moléculaire, là, il est en train de la faire passer au prochain niveau. Parce qu'aujourd'hui, s'il veut communiquer cette science-là puis la rendre, lui donner le plus d'impact, il est un peu limité en termes de mise en croissance, là, si on parle de scalable, là, si je veux dire. Donc, oui, il y a un site web, oui, il y a de l'information, oui, il peut aller faire des conférences, mais il veut en fait équiper les chefs pour rendre accessible toute cette science des harmonies moléculaires. Et un des outils qu'il considère important dans cette équation-là, c'est l'intelligence artificielle pour rendre ça plus rapide, plus autonome et plus facile d'accès. Donc, le but, il n'y a pas des machines là, qui vont se mettre à faire des recettes là, ou des robots serveurs. Non, c'est pas là-dedans qu'on est. On est vraiment, en fait, moi, je trouve que c'est un beau cas d'exemple. Quand on parle d'intelligence artificielle, souvent les gens ont des craintes. Là, on a comme une vision, les machines qui vont remplacer les êtres humains. Je trouve que François travaille beaucoup plus dans une approche un créneau, moi, que j'aime bien, qui s'appelle l'intelligence augmentée. On prend une firme comme IDEO aux États-Unis, il est là-dessus depuis 5 ans. On prend une firme comme Beam Me Up Lab ici à Montréal. Leur tagline, c'est intelligence augmentée. C'est pas juste un jeu de mots. À mon avis, ce que ça vient nous dire, c'est quelque part, c'est que cette science des données-là, mise au service de la créativité, va venir aider la prise de décision, puis va venir stimuler l'intelligence et non pas remplacer la créativité et l'intelligence plus émotive, etc. Donc, moi, c'est vraiment un paradigme là, que je trouve qui est plus porteur, pertinent et qui permet aux gens, je pense, de baisser un peu leur garde. Je trouve ça beau de voir François, les chefs avec lesquels il travaille. On va d'ailleurs, je n'ai pas le droit de l'annoncer lequel, malheureusement, mais dans son entrevue la semaine prochaine, on a première lettre. Un chef surprise invité avec la première lettre. Même pas. À suivre. C'est ça, cette vision-là, de voir les chefs embarquer dans le projet avec François. C'est sûr que ça repose beaucoup sa démarche sur la relation de confiance qu'il a bâtie avec eux depuis 15-20 ans. Mais ils sont tous là, ils sont tous willing, puis ils jouent le jeu avec François, puis ça va être une belle... Puis même, on est divertissement, puis là, on regarde la gastronomie dans le divertissement qui est carrément... est-ce que c'est dans le divertissement? Est-ce que c'est à la frontière du divertissement? Ça ne nous dérange pas trop. Là. Nous autres, on n'a pas mis des frontières trop... on ne voulait pas ériger des murs et dire ça, c'est le divertissement, ça, c'est pas le divertissement. On a un François Chartier qui a levé la main, qui a dit, moi, je fais des choses là-dessus. Je travaille ça avec Sony AI. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vous produise du contenu? Puis bon, Sony AI, ça serait vraiment génial de les associer éventuellement comme un partenaire international de ce projet-là. Ben oui. Juste l'expérience client, quand on va dans un restaurant, par exemple, ou dans un endroit où on pourrait avoir un peu plus de science derrière la recommandation, que ce soit de certains accompagnements ou juste du vin, des fois, parce qu'on fait confiance à un serveur, à un sommelier, on ne sait pas toujours. Souvent, c'est une question d'affinité, puis on ne sait pas nécessairement sur quoi ça se repose. Mais d'arriver avec une espèce de logiciel qui interprète du big data derrière les recommandations jumelées avec certains plats, il y aurait quelque chose d'intéressant à développer. Tu as saisi l'esprit, là. C'est en plein dans ce sens-là, je pense que ça se développe. Je vais ouvrir le Alain McKenna Cuisine Lab à Montréal. Ça va être excellent. Je fais brûler mes toasts. Je pense que c'est une bonne idée. en fait, moi, je verrais bien ça atterrir avec un gars comme Charles-Antoine Kite. Là. Je pense qu'il y aurait la folie pour faire ce type d'initiative-là. Je pense au Montréal Plaza, je pense que ça ferait un bon show. Il y a certainement beaucoup à dire, oui, sur l'application de ces outils-là de recommandations, comme vous le dites, d'intelligence augmentée pour améliorer l'expérience client dans des créneaux comme ça, définitivement. EAI, ça a lieu la semaine prochaine. Quand est-ce exactement que ça se passe? Mardi, mercredi, on fait ça à Oasis Immersion, au Palais des Congrès. Oasis, d'ailleurs, est un super partenaire dans le projet.
2 journées qui sont un peu dans 2 postures complémentaires, c'est-à-dire une première journée un peu plus inspirationnelle, avec des vitrines internationales, avec aussi des conférenciers internationaux qu'on a fait venir ici à Montréal sur divers sujets. Puis le but de la première journée, en fait, c'est assez simple, c'est de stimuler un peu le sentiment d'urgence, que la révolution IA dans le divertissement, c'est pas dans 10 ans, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc ça, c'est un peu notre ligne éditoriale de la première journée. Puis la deuxième journée, bien, EAI, c'est une conférence, c'est un événement, mais c'est pas juste ça, c'est une communauté. Donc la deuxième journée est beaucoup plus tournée sur le travail collaboratif en atelier de co-développement, co-design avec les membres de la communauté. En fait, le but de la deuxième journée, c'est de jeter les bases à une vision stratégique triennale de ce que ce projet-là va faire dans les prochaines années. Donc, on est loin là, de... je pense pas encore qu'on était assez explicite dans nos communications. Je pense que les gens pensent qu'ils s'en viennent s'asseoir sur des fauteuils puis écouter des conférences pendant 2 jours, mais en réalité, la deuxième journée, on est vraiment davantage en mode de crowdsourcer, d'aller chercher les idées, les initiatives pour commencer à bien identifier nos priorités pour le futur de la communauté. Donc, c'est vraiment le spirit des 2 journées. Il y a quelque chose qui est un peu plus inspirationnel, mais il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif, participatif. Oui, puis il y a une grande communauté de gens qui travaillent dans ces secteurs-là, le divertissement au sens très large, donc ça va être intéressant. L'appel est lancé, en tout cas, Stéphane. Merci d'avoir été avec nous, cofondateur, donc Stéphane Martel de l'événement et la communauté EAI. On va aller voir ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Alain. Merci, Pascal. À la prochaine. Merci, Stéphane. Nous, on fait une très courte pause de rien du tout et on revient avec nos essais de produits. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue pour le 3e et dernier segment d'Une tasse de tech de l'édition 9 juin. Pascal, présente-nous le commanditaire de ce segment, s'il te plaît. Ce segment est une présentation de GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Et jusqu'au 20 juin, obtenez un domaine avec GoDaddy.ca pour seulement 12,99 $ canadiens pour la première année. C'est un domaine .com, le domaine le plus populaire au monde, ou un domaine .ca, celui qui, sans surprise, est le plus populaire au Canada. On peut s'assurer que tout le monde sait pourquoi on est en ligne, où on est en ligne, si on est au Canada, pourquoi pas le célébrer, pourquoi on est génial d'avoir un site web fantastique avec GoDaddy, où on trouve tout ce dont on a besoin pour commencer à créer un site web, GoDaddy.ca. J'ai de l'émotion dans la voix. On le sent, ben oui, c'est ça. Écoute, on va faire changement. Je vais présenter mon produit en premier parce que tu as une belle liste de petits produits pour la fête des pères et je vais prendre des notes parce que je suis un père et mes enfants ont besoin d'être inspirés. J'étais, comme je l'ai dit en début d'émission, à San Francisco pour la conférence d'Apple et on a eu droit à une présentation de 2 nouveaux produits, ce qui est comme un peu l'habitude. Et c'est 2 produits assez marquants parce que c'est le MacBook Air qui est le plus gros vendeur chez les Macs chez Apple et le MacBook Pro qui est le 2e plus gros vendeur. Apple dit que ce sont les 2 bloc-notes les plus vendus dans le monde, toutes plateformes confondues. Il faut dire que quand on a une gamme de produits comme ils ont sur le même nom, c'est plus facile, mais il faut dire aussi que ce sont d'excellents produits traditionnellement. Pas toutes les générations qui étaient bonnes égales. Mais là, on arrive avec un nouveau MacBook Air, particulièrement celui sur lequel j'ai pu mettre les mains parce que le MacBook Pro était gardé en réserve. Alain. J'aurais pu le licher, mais ça aurait été vraiment dégueulasse. Alors, je l'ai pas fait. Non, mais imagine les gens là, qui écoutent en disant « t'as de la chance, Alain, de vivre des choses comme ça. » J'ai vécu un moment où mes mains étaient en contact physique avec un MacBook Air à processeur M2. Les gens vont écouter ça au ralenti. Les gens vont écouter ça au ralenti. J'ai touché le nouveau MacBook en ASMR. Ah oui, j'aurais pu m'enregistrer, effectivement, le bruit du doigt sur c'est de l'aluminium recyclé, qui, en passant, provient d'une compagnie et d'un projet qui est au lac Saint-Jean, mon Dieu, je viens par le dire. Un projet Elysis qui est entièrement québécois, qui est innovateur, qui est unique au monde. Je dis ça comme ça en passant. Bref, MacBook Air M2, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, M2, ça veut dire que c'est la nouvelle génération de puces de processeurs développés à l'interne par Apple, qui a remplacé il y a 2 ans les processeurs Intel au sein de la gamme. On sait qu'il existe déjà des Mac à processeur M1. Là, ils ont été remplacés par la puce M2. Il existe des Mac à processeur M1+, M1 Pro et M1 Max, et ceux-là continuent d'exister parce que ce qu'on explique chez Apple, c'est que le M2 remplace le M1. C'est vraiment une question c'est un gain de performance selon le cas qui varie entre 20 et 40 % par rapport au M1.
alors que le M1 Pro ou Plus ou Max faisait pratiquement 2 fois, 3 fois, 4 fois plus en termes de puissance que le M1. Donc, il y a encore, pour ces appareils-là, qui sont un peu plus hauts dans la gamme de prix aussi, donc c'est correct. Il va y avoir probablement, on l'imagine, c'est pas difficile de comprendre ça, M2 Pro Plus et Max éventuellement qui vont être mis en marché. Mais pour l'instant, donc, on remplace seulement à bord donc, du MacBook Pro de base, celui de 13 pouces, et du MacBook Air qui, lui, a un écran de 13,6 pouces. Le processeur, un gain de 20-40 %, mais surtout 18 heures d'autonomie pour le MacBook Air. C'est quand même, écoute, c'est quelque chose. La puce M1, déjà, c'est un énorme progrès en termes d'autonomie, puis c'est de la vraie autonomie parce qu'on parle de 18 heures de lecture vidéo. Donc, c'est pas 18 heures de veille ou 18 heures à juste promener le curseur de la souris à l'écran. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et la portion vidéo de l'affaire est très importante parce qu'on a maintenant un moteur multimédia. Ça se traduit mal, les expressions, mais c'est ça quand même qui est intégré au... parce que M2, en fait, on dit processeur, mais c'est un peu grossier comme résumé. C'est vraiment un système sur puce, un système on a chip qui comprend plusieurs éléments, dont un processeur, un CPU, une carte graphique, ce qu'on appelle un moteur neural, donc une affaire qui aide à faire de l'algorithme. Et ce moteur un engin neural. Un engin neural, c'est plate à dire, même. Mais donc, le moteur multimédia, en fait, c'est essentiellement un outil d'accélération matérielle pour lire de la vidéo en tout genre, en tout format. Et ça permet évidemment de lire de la vidéo facilement, mais aussi de transcoder de la vidéo. Donc, le MacBook Air devient tout d'un coup un outil de production multimédia pour de la vidéo, pour de l'audio, pour de la photo, peu importe, qui est extrêmement puissant comparé au modèle précédent. Si vous voulez comparer, moi, personnellement, on fait un petit peu d'édition pour la balado, entre autres choses, de vidéo. Puis, sur un MacBook de base, avec les anciens processeurs, c'était inutile. Sur un MacBook Air, c'était un peu lent. Sur un MacBook Pro, ça allait comme un charme. Là, le MacBook Air, ça va aller vraiment très, très vite. On peut éditer en temps réel, faire jouer en temps réel 7 vidéos 4K en format ProRes, là, qui est comme le format le plus décompressé possible, ou 2 vidéos 8K en même temps. C'est beaucoup de c'est beaucoup de pixels, ça. Beaucoup de pixels. Calcul. Et c'est très fluide. Et naturellement, quand on veut ensuite exporter une vidéo qu'on a produite et qu'on a montée comme ça en un seul fichier document vidéo, ça prend beaucoup moins de temps que ça prenait avant. Ce qui fait que la ligne entre le MacBook Air et le MacBook Pro est de plus en plus floue, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter un MacBook Pro. On a beaucoup de collègues, Pascal, tu dois le savoir toi aussi, des journalistes qui ont la vieille habitude de s'acheter un MacBook Pro depuis 25 ans parce que c'est ça la machine. C'est vraiment rendu trop puissant pour des besoins d'à peu près 80 % du monde, le MacBook Pro. Et le MacBook Air, après le M2, va vraiment faire la job à ce niveau-là. Ça apparaît dès qu'on y touche. Dès qu'on ouvre les applications, ça va vite. Évidemment, on peut le configurer au goût. Là. Ça commence avec de base 8 gigaoctets de mémoire vive et 256 gigaoctets de stockage interne, qui est vraiment le minimum acceptable. On s'entend, là, les gens qui achètent ça s'achètent vraiment le minimum et dans 4 ans, ils vont probablement pas être très contents. Mais on peut monter jusqu'à 2 téraoctets de stockage. Pour la mémoire vive, ça va jusqu'à 24 gigaoctets, mais c'est aussi de la mémoire qui est accessible pour la carte graphique et tout ça directement, parce que c'est la magie de la puce M1 et M2 maintenant là, chez Apple, c'est qu'ils ont vraiment tout rapproché ces éléments-là, ce qui fait que l'échange de données se fait très vite et ça accélère beaucoup le traitement de l'information et ça réduit aussi la consommation d'énergie. Ça, c'est la partie moins névralgique pour nous là, quand on achète un ordinateur, mais à puissance égale par rapport à un ordi Intel à système Windows, un Mac consomme 25 % seulement de la même énergie, donc il est 4 fois moins énergivore. C'est pas rien. C'est ce qui permet de faire un appareil. Un ordinateur portable, ça fait toute la différence. C'est bon pour l'autonomie. Il n'y a pas de ventilateur actif, il n'y a pas de fan dedans, donc il n'y a pas de bruit, ça ne chauffe pas. Écoute, c'est vraiment un beau petit gadget, de petite évolution, disons, si on veut, matériel. Il y a une caméra frontale 1080p sur le MacBook Air avec 4 haut-parleurs qui améliorent vraiment de beaucoup les appels vidéo, l'écoute musicale, l'écoute de vidéo, tout ce qui est moindrement multimédia, là, on a vraiment fait des beaux progrès. 1080p pour une caméra frontale, c'est banal, mais c'est à peu près temps qu'on le voit là, sur un Mac parce qu'il y a beaucoup de caméras web USB, entre autres, qu'on peut acheter qui font la même chose. Là, c'est un petit peu plus net, c'est un peu plus clair. Évidemment, ça permet de faire un peu plus, naturellement, des interactions de grande qualité. On n'a pas besoin d'être comme ça. On peut se reculer un peu et avoir quand même quelque chose qui a du bon sens. Et je vais ajouter un autre truc que j'ai bien aimé, puis ça, c'est vraiment visuellement, mais il y a une nouvelle version, parce que depuis toujours, le MacBook Air, il est soit gris, il a été rose un bout de temps, je pense. Je ne sais plus s'ils l'ont fait en rose, mais ils l'avaient en différentes teintes le MacBook, gris. oui, j'ai la version rose. Il n'y a pas de MacBook Air, je ne sais plus, ouais, c'est ça. Mais là, il y a un MacBook Air, ils appellent ça en couleur minuit, tout simplement minuit, qui est un noir ou un bleu extrêmement foncé qui a l'air d'être du noir. Et sérieusement, c'est extrêmement chic, les gars.
Ouh. Si j'avais à dire, ce serait le modèle que je considérais qui est une finition qui ressemble beaucoup à un ordinateur, un PC. Dans le fond, tu sais, souvent en entreprise, les gens des TI ont des espèces d'ordinateurs IBM. C'est plus IBM maintenant, c'est les nouveaux. Waouh, je suis vieux. Noir mat. Ben là, c'est exactement ça qu'on a reproduit du côté du MacBook Air et c'est très chic avec le clavier aussi noir rétroéclairé. Tout ça, ça fait un bel environnement. Donc ça, j'ai bien aimé. Évidemment, on parle de MacBook Air, écran de 13 pouces. Peut-être qu'une version 15 pouces aurait été le fun, ou 14 pouces. Un petit peu plus d'écran, on n'aurait pas été contre. Et c'est facile à trouver comme défaut, pas d'écran tactile, ce que proposent les appareils Windows depuis des années maintenant. Donc, vous voulez un écran tactile chez Mac, on va vous dire, allez chez Apple, c'est-à-dire, on va vous dire, allez du côté des iPads, parce que là, il y en a. C'est un argument qui se défend, mais quand on touche à l'écran tactile d'un système Windows, qu'on a l'habitude de défiler des listes et tout ça, puis qu'on revient après ça, c'est comme une petite perte, je te dirais. C'est pas exactement un « Ah, ben, il n'y a rien là, mais on peut vivre sans, mais quand même. » Je me souviens au bureau d'Apple, il y avait un iMac qui servait à s'inscrire. Gros écran, inscrivez-vous ici. Et le nombre de traces de doigts qu'il y avait sur l'écran des visiteurs qui essayaient de toucher l'écran. J'ai trouvé ça très drôle. Puis là, le pauvre gardien, la pauvre personne à la réception fait signe, sourit. Oui. Allez-y avec, c'est ça. Bref, on va peut-être y arriver un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Cela dit, ça reste une belle machine. Sans surprise, c'est un appareil qui va continuer à être le meilleur vendeur dans la gamme d'Apple. Il n'y a pas de doute. Ça commence à 1 500 $ par contre. Ça, c'est l'autre truc. Un petit peu plus cher que la version précédente. On continue à payer quand même. Mais c'est le prix que les gens sont habitués de payer apparemment pour un Mac, parce qu'en bas de 2 000 $, il n'y a pas de trouble. Et clairement, les gens qui achetaient un MacBook Pro avant, qui payaient sans discuter 2 000, 2 500 $ même des fois pour finalement être sur Word la plupart du temps ou sur un navigateur. Je pense qu'il y a possibilité de sauver des sous en y allant. Surtout qu'avec le système de son embarqué, la caméra, tout ça, on peut sauver sur les accessoires. Donc, il y a moyen de justifier ce prix-là. Alors voilà, c'était le MacBook Air M2. Premières impressions, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, on va l'avoir physiquement plus longtemps, mais là, premier coup d'œil. J'en ai fait la demande. Je demande à papa Apple. À suivre. J'aimerais bien. Parle-nous de tes suggestions de la fête des pères, Pascal. Écoute, c'est très simple. Hein. On a déjà parlé j'ai probablement déjà parlé avec toi de la tasse Ember, la tasse chauffante connectée. Un peu jaloux d'ailleurs. Ben oui, on peut contrôler avec une application la température de son café qui est dans la tasse. C'est un très beau cadeau parce que c'est quelque chose qui coûte autour de 200 $. Donc, une tasse à 200 $ quand on peut en acheter une au Dollarama, c'est un peu difficile à justifier, sauf que quand on reçoit ça en cadeau, quelques-uns de mes amis en ont reçu en cadeau, ils sont heureux. Ils sont très, très joyeux, ça garde la boisson chaude longtemps, on peut la garder à la température qu'on veut. J'ai trouvé une alternative. C'est la tasse Glowstone. Qui a la caractéristique, et je vais faire un bruit de ASMR, je te le montre, c'est une tasse en vraie céramique. La tasse Ember, elle est en métal avec un fini céramique qui, avec le temps, j'ai réalisé, s'est usé dans une de mes tasses. J'en ai 2. Je suis un gars comme ça. Mais la tasse en céramique, elle est en très belle céramique anglaise, donc c'est vraiment fait en Angleterre. Très beau produit. Elle est immersible. On peut la plonger complètement dans l'eau. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de prise. Comment elle se recharge? Comme il se doit, par induction. Ben oui. Avec une base de recharge par induction conventionnelle. Donc, on n'a pas besoin de base de recharge propriétaire ou de coller à un endroit précis. On ne fait que poser sa tasse sur une base de recharge par induction. Il y en a à quelques dollars sur Internet. Là, je vais te poser une colle. L'induction, c'est thermomagnétique. Hein. C'est vraiment, il y a une question de génération de chaleur, puis c'est comme ça qu'on recharge à distance. On pourrait juste avoir cet élément-là. Je pense que c'est pas la chaleur. Je pense que c'est vraiment les ondes. Oui, c'est des ondes, mais ça peut générer de la chaleur à l'autre bout, en fait. Oui, éventuellement. Ben oui, tout à fait. C'est qu'on pourrait avoir une tasse, une tasse par induction, tout simplement, et on pourrait avoir notre café toujours très chaud. Exactement. Et là, tu touches un point amusant, parce que oui, pour l'induction, c'est comme ça, mais pour la transmission, si la chaleur ne peut pas s'échapper, elle va faire chauffer le truc. C'est pas converti en énergie. Mais dans ce cas-ci, c'est très particulier, parce que quand tu poses la tasse sur la base de recharge par induction, le chauffage arrête. Étonnamment. Elle se recharge donc avec la tasse Ember. Si tu laisses ta tasse sur la base, la tasse reste chaude longtemps. Dans le cas de la tasse Glowstone, si tu la poses sur la base de recharge, étrangement, la recharge arrête, le chauffage arrête. Donc, c'est pas on change de réflexe. C'est un ou l'autre. Et la recharge fonctionne le chauffage fonctionne pendant une trentaine de minutes à la fois. Après 30 minutes, automatiquement, ça va s'arrêter. Si on laisse du liquide dedans, la température va baisser. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, il n'y a pas d'application qui est nécessaire.
Il n'y a donc pas de réglage de la température de sa tasse. Ah. On va chauffer sa tasse entre 60 et 65 degrés. Ils sont un peu flous sur le site. C'est presque... J'aimerais une petite marge, ouais. Je vais le faire. Je vais plonger un thermomètre dedans pour voir à quelle température. Et un truc qui est très particulier, évidemment, quand on vide sa tasse, quand elle est vide, le chauffage arrête. Si on tourne la tasse à l'envers, le chauffage arrête aussi. Ah, OK, c'est ça le truc. Faut pas oublier de vider sa tasse. De vider. Ouais. Mon café est trop chaud, pouf, et là, c'est les pantalons qui sont trop mouillés. Ben oui, exactement. Coupe le chauffage. Hop! Surtout si le café est trop chaud et on s'ébouillante, on risque d'avoir des problèmes de fertilité dans certains cas. Ça va jusque-là. Attention. Ça a l'air d'être un beau cadeau. Est-ce que c'est achetable, ce truc? C'est aussi dans les 200 $. J'espérais secrètement que ce soit moins cher, mais il est 150 pounds, ça fait 205 $. Wow. 129 pounds, c'est un produit britannique. Très belle qualité, immersible. Donc, si par erreur, quelqu'un le plonge, moi, je crois que beaucoup de tasses Amber, les tasses, ça ne dure pas longtemps. Je pense que beaucoup de tasses Amber se sont trouvées dans le lave-vaisselle par mégarde. Puis après ça, ça ne marche plus. Celle-ci est résistante au lave-vaisselle, mais je crois que c'est jusqu'à 60 degrés. Je crois que les lave-vaisselles vont plus haut que ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on la plonge dans l'eau pour la nettoyer, c'est pas un problème. Très beau produit si vous aimez les tasses. Est-ce qu'on peut faire écrire dessus le meilleur papa, c'est toi, pour le même prix ou même pas? C'était à moi de demander des tasses où tu pouvais dessiner dessus, qu'il y avait un fini, un tableau à la craie. Je trouvais ça très amusant, ça serait une belle idée. Et ils font aussi une lampe de poche. Ils m'ont dit qu'ils me l'enverraient. Il y a hâte d'essayer une espèce de lampe de poche multifonction. Glowstone, une compagnie qui optimise sa vie de tous les jours. J'aime ça, les slogans des entreprises, ça me fait rire. Dans ce cas-ci de ma tasse, oui, j'ai le modèle en petit nid d'abeille, comme on dit ça, en rayon d'abeille bleu. Il y a un mot pour ça, effectivement. En alvéole. Très joli. Ceux qui ne voient pas sur YouTube la vidéo. Belle tasse, coûteuse. C'est un très beau cadeau à quelqu'un qui aime sa boisson chaude. Pour les gens qui ne boivent que du café tout le temps, c'est vrai que ça peut bien s'amortir comme dépense. Ou du thé, du chocolat chaud, une tisane. Quelque chose qu'on fait avec sa machine Jura. Ah! Bien vu. Bon point. Une belle machine. Excellent. Ben écoute, ça complète l'émission. Pascal, je ne sais pas si tu veux remercier une dernière fois nos commanditaires. Ben oui, Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, promotion jusqu'au 20 juin. Profitez-en pour avoir un nom de domaine à prix réduit. Claude Hébert à la mise en onde, C23 qui diffuse le podcast. Bonjour à tous les gens qui écoutent la radio sur le réseau et les podcasts de C23. Alain McKenna, tu es tout devoir. Moi, je suis sur mon site web personnel, pascalforget.com. Je suis dans le bel âge aussi, mais toujours mal à l'aise. C'est un démographique. T'es si vieux que ça. T'es abonné au bel âge. C'est ça, c'est pas la même chose. Ah, cool. Ben, merci. Écoute, merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on va parler de... On a un sujet très important. On va parler de pourquoi l'Internet à la maison au Canada coûte si cher. Ouh! Et est-ce qu'il existe des moyens de payer moins cher? Ça, c'est toujours des trucs que les gens aiment beaucoup. Sinon, abonnez-vous, n'est-ce pas, à notre balado si vous ne voulez pas manquer ça, si vous voulez voir nos archives, nous sommes sur les plateformes. Autrement, on vous dit bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!